Donc, bienvenue dans cette masterclass de droit des obligations. Donc, cette vidéo va un peu s'attarder sur la responsabilité du fait des choses. Et si j'ai le temps, peut-être celle des animaux, mais principalement celle du fait des choses. Et donc, le fait des choses, c'est donc l'article 1384, alinéa 1er, in fine du Code civil. Et donc, en fait, la doctrine, elle a été unanime en voyant un rappel du principe donc, déposé dans les articles 1382 et 1383, donc, qui subordonnent donc, l'établissement de la responsabilité à la preuve d'une faute. Et donc, la responsabilité du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous notre garde, en fait, c'était vraiment, ce n'était autre en fait qu'une responsabilité d'une faute personnelle commise par le gardien à propos donc d'une chose. Et donc, la jurisprudence, elle va suivre cette interprétation et elle va la consacrer dans un arrêt de la Cour de cassation, donc du 28 mars 1889. Et en fait, le but, c'est qu'il fallait protéger un peu plus les victimes parce qu'il y avait donc des accidents de travail qui donc, se multipliaient avec le développement du machinisme et de l'industrialisation, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup plus de victimes qui avaient besoin donc, d'être indemnisées. Et donc, nos cours et tribunaux, ils vont vraiment découvrir, dans la finale donc, de 1384, alinéa 1er, ce principe de responsabilité du fait des choses. En France, la jurisprudence, elle va inaugurer donc, cette nouvelle jurisprudence par l'arrêt Teufen du 16 juin 1896. En Belgique, ce sera un petit peu plus tard, donc c'est un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 1904. Et donc le mérite, il va revenir à François Laurent, qui vers 1876, il va suggérer donc cette interprétation nouvelle donnée donc à 1384, alinéa 1er, in fine du Code civil. Et donc il y a tout d'abord des conditions. Donc il y a une chose, un vice de la chose et la qualité de gardien de la chose du défendeur en responsabilité. Au niveau du vice de la chose, il y a donc une caractéristique anormale et une caractéristique anormale susceptible de causer un dommage. En fait, c'est la définition de la condition du vice de la chose qui est décomposée. Donc on verra un peu plus loin, mais c'est beaucoup plus facile à le retenir ainsi. Et donc ici, il n'y a pas donc de dommage en soi comme au niveau donc, de la responsabilité des parents, du commettant, donc le fait du commettant ou alors de l'enfant mineur ou bien de l'élève. Ici, c'est vraiment la chose, son vice et tout simplement le gardien. Tout bêtement, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Et donc tout d'abord, donc la chose. Donc en fait, la responsabilité de 1384, alinéa 1er, elle trouve à s'appliquer en cas de dommage donc, causé par une chose. Il y a donc un triple pouvoir qui va caractériser la garde de la chose par rapport donc, à cette chose. C'est par rapport donc, à nouveau à la chose, mais pas par rapport à son vice. Et donc une chose, ça ne s'applique donc évidemment pas aux animaux, bien qu'ils soient donc des choses, la loi sensu, mais c'est plus juridique, là c'est vraiment l'objet. Et donc pas non plus au corps humain. La notion donc elle est extrêmement large, ce qui va faire qu'elle va s'appliquer en fait indifféremment à toute chose corporelle, que ce soit des meubles ou alors des immeubles, et elle va couvrir aussi bien les liquides, les gaz, les solides ou alors le courant électrique. Il peut aussi donc s'agir d'entités simples, mais la notion de chose va aussi s'appliquer, voire surtout s'appliquer à ce qui sont donc des ensembles complexes. Des choses complexes, en fait, c'est lorsqu'une chose simple va en incorporer une autre, ou alors en comporte une autre sur sa surface, pourvu que l'assemblage ainsi formé apparaisse comme une chose unique, ayant une identité propre aux yeux du tiers. Donc, Madame Georges reprend souvent l'exemple de la peau de banane au sol. Et donc, en fait, c'est une chose simple qui en comporte une autre sur sa surface. Et l'assemblage ainsi formé, donc, ce sera un seul. Il aura donc une identité propre aux yeux de cette pauvre dame qui glissera sur la peau de banane. Et donc la difficulté, elle sera vraiment de savoir les limites, dans quelles limites il convient d'assigner donc, à la notion d'ensemble complexe. Et donc, dès lors qu'il y a une découverte d'une chose complexe, ce sera donc vraiment ressorti à l'appréciation souveraine du juge du fond. Il n'y a pas de limite à ces ensembles, sauf celle évidemment du bon sens. Ensuite, donc, il y a le vice de la chose. Donc, c'est une condition qui est vraiment propre au droit belge. La jurisprudence française ne la reprend pas. Et donc, nous, on va vraiment s'inspirer de la pensée de François Laurent. Et ce raisonnement, en fait, que François Laurent il a tenu, il impliquait donc que la victime devait prouver le vice de la chose pour mettre en cause la responsabilité du gardien de celle-ci. Tout comme dans la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, il devait donc établir la ruine du bâtiment afin que le propriétaire soit donc responsable du dommage subi.
Et donc, dans un arrêt du 26 mai 1904, la Cour, elle va en fait défendre l'idée que le législateur, il a voulu, dans 1384, assimiler le fait des choses à celui des personnes. Seulement, ça ne sera pas vraiment ça. Donc, il y a une petite évolution, n'hésitez pas à la lire, mais je pense pas qu'il y aura des questions là-dessus. En soi, la question qui peut revenir, c'est comparer la notion de gardien entre les différents régimes. Donc, le fait des choses, quand on garde une chose, le fait d'être un gardien au niveau des animaux. Et je crois qu'il y a aussi gardien dans la responsabilité du fait des produits défectueux. Mais ça, je verrai, j'ai préparé plusieurs comparaisons. Et donc, je les reverrai dans une autre vidéo assez rapidement, malheureusement. Mais comme ça, vous avez quand même une idée de la matière qui peut être reprise. Et surtout, comme ce sont des questions qui sont vraiment transversales, bah, ça aide à la compréhension du cours en plus. Et donc, dans le vice de la chose, la définition, c'est donc la caractéristique anormale qui, en certaines circonstances, la rend donc susceptible de causer un préjudice selon l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 1971. Et donc cette notion de vice, elle est vraiment interprétée largement par la jurisprudence. Et donc on va reprendre la définition. Il y a donc cette caractéristique. Donc tout d'abord, le vice est vraiment une caractéristique de la chose. Donc pour que 1384 alinéa 1er puisse s'appliquer, il faut donc que le dommage résulte d'une caractéristique ou alors d'un état de la chose. Il ne faut pas que ce soit des circonstances qui lui soient étrangères ou alors extérieures. Et donc, il faut bien distinguer le vice d'une mauvaise utilisation d'une chose qui est parfaite en soi, d'un simple comportement anormal d'une chose, ou alors son emplacement anormal, qui est en soi, donc la chose, elle est en soi non viciée. Et donc, ces trois principes, ils vont vraiment permettre de saisir l'exigence, selon laquelle le vice, il va être compris comme une caractéristique. Donc, déjà, il ne faut pas confondre donc, le vice de la chose et l'emploi impropre ou maladroit d'une chose en soi non défectueuse. La maladresse dans l'utilisation d'une chose, ça ne va pas prouver que celle-ci est donc affectée d'un vice. Le vice d'une chose peut coexister avec une éventuelle faute commise par la victime dans l'emploi de celle-ci, bien évidemment. À nouveau, le vice d'une chose ne doit donc pas se confondre avec le comportement anormal d'une chose. Donc, c'est une circonstance étrangère à l'existence supposée du vice. Donc, ça peut être un fait d'un tiers, une force majeure. Il n'est donc pas permis de déduire le vice du seul comportement anormal de la chose. Et ensuite, la jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle va dire qu'en fait, l'emplacement anormal d'une chose en soi non vicieuse n'a pas pour effet non plus de rendre celle-ci vicieuse. La présence d'une chose à un tel endroit, ce n'est pas une caractéristique, une qualité ou alors un défaut de cette chose, mais c'est vraiment une circonstance extérieure. En revanche, par contre, on va pouvoir admettre qu'une chose, parfaite en soi, va en vicier une autre, plus large, dans laquelle elle s'incorpore ou sur laquelle elle va reposer au moment du fait dommageable, pour autant donc toujours que la chose complexe ainsi formée puisse être perçue donc, comme une chose unique. Donc c'est la peau de banane sur le sol. Parce que le sol en soi, il est parfait, et il y aura donc la peau de banane qui va venir vicier cette autre chose à laquelle elle s'incorpore. Et donc, la Cour de cassation, à plusieurs occasions, elle va répéter que le vice, c'est vraiment pas exclusivement une caractéristique intrinsèque ou alors un élément permanent, inhérent à la chose et qui existe ou survient en dehors de toute intervention du tiers. Il importe donc de déterminer vraiment précisément la chose que l'on prétend vicier. Et de toute façon, l'ensemble complexe ainsi formé, ça va vraiment relever de l'appréciation du juge du fond. Ensuite, donc, c'est la caractéristique qui est donc anormale, donc sera affectée d'un vice, une chose qui présente une caractéristique, non pas quelconque, mais anormale. Il a donc été suggéré en doctrine que le caractère normal ou alors anormal d'une chose devait s'apprécier par référence à son modèle. Donc c'est comme le fait de comparer notre comportement à celui d'un bon père de famille. Ici, on va donc le comparer à la même chose, au même modèle de cette chose, mais donc dans un bon état évidemment. Et donc le vice, il va résulter d'une caractéristique de la chose qui l'écarte de son modèle, peu importe donc le moment où la différence est apparue. Et donc il a été observé que le terme normal, il pouvait revêtir un double sens. Le premier, il va faire référence à une norme de fréquence, donc serait anormal, ce qui n'est donc pas habituel. Et l'autre, c'est une norme de valeur. Là, c'est serait anormal, ce qui n'est donc pas conforme à la nature de la chose ou à l'usage auquel il est destiné. Donc bien retenir que de normal, il y a donc ce double sens, qui est donc la norme de fréquence et la norme de valeur.
Donc il est clair que le juge ne peut pas déduire de la seule circonstance que la victime connaissait ou alors devait connaître le vice de la chose, l'absence donc d'un vice de celle-ci. Et de plus, la faute de la victime ne permet donc pas à elle seule de conclure que la chose est donc exempte de vice. Et donc face à la diversité en fait de différentes interprétations qu'il va y avoir au niveau de la définition du vice, la doctrine elle va suggérer en fait de préférer à la définition de vice une conception beaucoup plus fonctionnelle. Donc c'est une définition selon laquelle en fait une chose elle serait vicieuse dès l'instant où privée d'une qualité propre, elle ne présenterait donc pas le degré de sécurité auquel l'homme prudent et diligent peut légitimement s'attendre compte tenu donc des circonstances. Et plusieurs juridictions de fond vont donc adopter cette approche. Et enfin, donc, la dernière caractéristique, c'est donc la caractéristique anormale susceptible de causer donc, un dommage, le reste de la définition. C'est un élément en fait qui fait beaucoup débat, ce qui fait qu'on ne s'attarde pas plus dessus parce qu'il va simplement rappeler l'exigence en fait, d'un lien de causalité entre le vice et le dommage. L'accident va démontrer en lui-même que la chose était donc susceptible de causer un dommage. La dernière condition, c'est donc la qualité de gardien de la chose du défendeur en responsabilité. Et donc, de très longue date, la Cour de cassation, elle va énoncer que le gardien de la chose, au sens donc, de 1384 alinéa 1er, c'est celui qui, pour son propre compte, use de la chose, en jouit ou alors la conserve avec un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Donc, tout d'abord, seul peut avoir la qualité de gardien celui qui use de la chose, en jouit ou alors la conserve. L'énumération, elle va vraiment se présenter sur une forme alternative, c'est-à-dire que soit on use de la chose, soit on en jouit, soit on la conserve. Elle n'est pas limitative. Et donc cette première partie de la définition de la garde, elle va suggérer donc que le gardien il doit avoir une maîtrise matérielle de la chose. Il doit l'utiliser, en tirer en quelque sorte profit, ou alors en assurer l'entretien. À elle seule, elle sera vraiment donc pas du tout décisive. Et donc la seule circonstance qu'une personne va user, jouir ou alors conserver la chose ne va pas suffire à la constituer en gardien donc, de celle-ci. Encore faut-il donc qu'elle dispose à l'égard donc de la chose un pouvoir donc de surveillance, de contrôle et de direction. Donc celui qui pour son propre compte va user de la chose, en jouir ou alors la conserver, juste cette partie-là de la définition, ça ne va vraiment pas suffire. Il faut vraiment qu'il y ait ce triple pouvoir qu'il puisse être exercé sur la chose pour pouvoir être un gardien. Et donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment l'élément essentiel de la notion de garde. C'est donc ce triple pouvoir qui est donc cumulatif. Il faut donc la surveillance, le contrôle et la direction. Et donc c'est vraiment cette réunion qui va permettre de conclure à l'existence d'un pouvoir de commandement sur la chose. Donc doit être considéré comme gardien celui qui, au moment de la naissance du dommage, avait donc le pouvoir de prendre des initiatives à l'égard de la chose et donc d'en déterminer le sort. Et donc, pour rappel, une personne donc, qui a le simple usage ou alors la jouissance d'un bien ne sera donc pas jugée comme gardien. La qualité de gardien, elle va s'apprécier en fait à la lumière donc, des circonstances concrètes du cas d'espèce, ce qui fait qu'en fait l'existence des pouvoirs inhérents à la garde dans le chef du défendeur, ça va vraiment relever de l'appréciation souveraine des juges du fond, et ce n'est nullement lié à l'existence d'un droit sur la chose. Le seul fait d'avoir la chose en main ou alors à portée de main, de la détenir ou alors de l'utiliser au moment du fait dommageable n'est pas suffisant ou même nécessaire pour l'attribution d'une garde. Une direction intellectuelle de la chose, ça va permettre d'en avoir le contrôle et donc, ou alors l'emploi, mais sans avoir donc, la détention matérielle. Le pouvoir de commandement qui va caractériser la garde est dit théorique ou abstrait, en ce sens qu'il ne doit pas nécessairement être exercé de manière effective au moment de la survenance du dommage, donc causé par le vice de la chose. Il suffit en fait apparemment, que le gardien ait eu à ce moment la possibilité donc, d'exercer son triple pouvoir sur la chose. Son absence au moment du fait dommageable et dès lors donc, l'impossibilité de fait dans laquelle il se trouvait donc, d'exercer ce pouvoir de commandement ne le dégagera donc pas nécessairement de sa qualité. Il doit exercer donc la garde pour son propre compte, c'est vraiment super important. Il arrive aussi donc qu'une personne utilise une chose ou la conserve pour le compte d'autrui, donc dans le cas d'un préposé. Je vous propose donc d'aller voir la petite évolution où au départ il n'était donc pas considéré comme un gardien. Au final donc il sera considéré comme gardien et uniquement si jamais il y a un abus de droit au niveau du préposé, donc le commettant pourra s'exonérer.
Donc n'hésitez pas à aller voir cette petite évolution. Il peut donc aussi avoir une garde dite indivisible. Rien n'empêche donc qu'une garde soit conjointe ou alors collective en ce sens, et uniquement à condition que plusieurs personnes vont exercer en fait en commun, pour leur propre compte toujours, tous les pouvoirs de surveillance, de contrôle et de direction sur la chose. Cependant, la jurisprudence, elle est vraiment pas très encline à l'usage d'une garde conjointe. Mais si jamais c'est le cas, si ça arrive, les différents gardiens seront bien entendu tenus in solidum à l'égard de la victime, et donc il n'y aura pas de recours contributoire possible entre eux. Ce qui fait que cette qualité de gardien, elle peut rendre une personne responsable sur pied de 1384 alinéa 1er. Il n'y a aucune présomption qui va s'attacher à la propriété, donc il ne reviendra donc pas au propriétaire de la chose d'administrer la preuve qu'il a transféré la garde de la chose à un tiers. La charge de la preuve, elle va vraiment peser sur la victime. C'est elle qui devra établir, donc toujours par toute voie de droit, que la qualité de gardien, c'était le défendeur qui l'avait. Et donc il y a aussi des cas d'application sur base de 1384 alinéa 1er au niveau de la location et le prêt, le transport, les entreprises, ainsi que les voies navigables. N'hésitez pas à nouveau à aller le voir, parce que malheureusement j'ai un délai limité pour les vidéos. Et donc pour pouvoir se libérer, donc le défendeur il ne pourra échapper à sa responsabilité qu'en s'attaquant vraiment aux conditions mêmes de celle-ci, ou alors en prouvant donc une cause étrangère exonératoire, donc FM force majeure, FT fait d'un tiers, FV fait d'une faute de la victime. Très rapidement, donc quand c'est exclusif, dans le cas de la force majeure, l'exonération, elle sera donc complète. On pourra s'exonérer si la force majeure est donc exclusive. C'est à inverser. Par contre, si la force majeure va coexister avec un vice d'une chose, le vice de la chose, pardon, je ne serai donc pas exonérée, ce qui est tout à fait normal. C'est hyper important de retenir que la force majeure, sa caractéristique, ou alors même en tout cas toutes les causes étrangères exonératoire, elles doivent être exclusives pour que je puisse être exonérée, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas que ma faute soit comprise pour que je puisse être exonérée. Si j'ai toujours une part de faute dans le dommage, ça n'avance à rien. Donc, en fait, que ce soit vraiment la force majeure, le fait d'un tiers ou alors la faute de la victime, si c'est exclusif, je serai donc exonérée. Il y a une petite différence. Au niveau de la force majeure, si jamais elle coexiste avec le vice de la chose, je ne suis donc pas exonérée. Au niveau du fait d'un tiers, si jamais il y a donc un vice qui va résulter d'un fait d'un tiers, on sera tenu in solidum. Et dans le cas de la victime, là, si ce n'est pas la cause donc exclusive, il y aura donc un partage de responsabilité. Après, c'est tout le temps comme ça. Au niveau du fait d'un tiers, c'est donc in solidum avec donc le fautif. Et la victime, c'est toujours un partage de responsabilité. Au niveau des causes étrangères exonératoire, c'est toujours ainsi au niveau de l'exonération ou alors de la non-exonération, on va dire. Je vous laisse le tableau qui reprend vraiment tout de manière synthétique. Si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller voir dans le cours où c'est beaucoup plus complet parce que j'ai vraiment synthétisé la matière, mais ça permet donc de bien retenir. Ou sinon, j'ai ma synthèse donc, sur WireNote qui est vraiment super complète et j'ai bien réussi avec. Elle reprend donc le syllabus, le cours oral et les slides de Madame Georges, donc n'hésitez vraiment pas. Dans une autre vidéo, donc, je vais voir la responsabilité du fait des animaux parce que je ne vais pas avoir le temps. Au niveau des différentes responsabilités, donc retenez bien les différents articles. C'est super important de ne pas les confondre et apparemment c'est énormément arrivé. Donc faites super attention à ça. À la limite, notez-les bien sur le côté que 1384 alinéa 1er in fine va reprendre donc le fait des choses, que l'alinéa 2 va reprendre la responsabilité des parents avec l'alinéa 5. Ne pas oublier que donc c'est 2 et 5 et pas 2 à 5. Que le 3 va donc reprendre la responsabilité des maîtres et commettants. Le 4, celle des instituteurs, c'est super important. Et donc là, on a vu tout ce qui était donc sur la responsabilité de 1384, mais ne pas oublier que 1382 et 1383 sont donc la responsabilité personnelle. Donc c'est à base de donc un régime à base entre guillemets de fautes prouvées. Là où au niveau de 1384 pour les instituteurs et les parents, on a donc des fautes qui sont présumées. Ne pas oublier donc que les maîtres et commettants, bien entendu, et le fait des choses, donc ce sont des présomptions qui sont irréfragables.
Ensuite, on a donc celle des animaux qu'on va voir ici, qui est donc l'article 1385, qui est aussi donc une présomption qui est donc, se dit irréfragable. Ensuite, on a 1386 au niveau des bâtiments en ruine. Ne pas confondre aussi, ça c'est le plus dur je pense, que 1386 parle de la responsabilité des bâtiments en ruine, et 1386 bis, c'est le régime des démons, ce qui fait que c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pour ça qu'ils refont sans doute le code civil, donc ne pas confondre ça. Et donc ce sont les gros articles en gros. Après il y en a encore d'autres, hein. Il y a les différentes lois à prendre en compte, mais elles sont de toute façon dans le recueil de législation. Donc n'hésitez pas à bien les noter sans préciser ce que c'est, afin de ne pas oublier ces articles qui sont hyper importants. En droit, c'est super important, dès que vous dites quelque chose et que vous avez une base légale, c'est super important de la préciser. Ça rapporte le plus de points. Donc voilà. À la prochaine vidéo donc pour la responsabilité du fait des animaux, et beaucoup de courage dans votre étude.